à USAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à USAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à USAE. Moi, je suis en journalisme à USAE. Émission ici, c'est USAE. Moi, je suis en communication marketing à USAE. Moi, je suis en droit à USAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à USAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à USAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à USAE. Moi, je suis en sciences économiques à USAE. Moi, je suis en banque finance à USAE. Moi, je suis en administration générale à USAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à USAE. Moi, je suis en sciences juridiques à USAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à USAE. Moi, je suis en transport logistique à USAE. Moi, je suis en gestion des projets à USAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à USAE. Rejoignez-nous. À USAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur L'Invité. Ce dimanche, fidèle ami internaute de L'Invité, je reçois Gustave Despossonon. Il est ancien ministre d'État chargé des travaux publics et des transports. Il a été également ministre chargé des relations avec les institutions. C'était sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï. Il a été élu député pour le compte de la 7e législature de formation. Il est ingénieur, statisticien, économiste. Bonjour à vous, Gustave Despossonon. Bonjour, M. Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Oui, vraiment. Malgré l'agenda. Oui, vraiment, ça fait un bon moment que je suis passé par ici, mais c'est raison de calendrier. Raison de calendrier. Oui. Ancien ministre, ancien député, vous êtes resté acteur politique, vous êtes un grand observateur de la vie politique du pays, vous êtes attentif à tout ce qui se passe dans le pays au regard des fonctions qui ont été les vôtres par le passé. D'entrée de jeu, dites à nos amis internautes quel regard portez-vous sur l'animation de la vie politique du pays? Oh, c'est un sujet vaste. Dans quel regard Comment se porte le Bénin pour un ancien collaborateur, un ancien partenaire non, le Bénin, à vous, qui vous pose la question de savoir, ancien ministre, monsieur le ministre, comment se porte aujourd'hui le Bénin? Non, le Bénin se porte très bien. Le Bénin se porte très bien. Et je dis souvent que chacun évolue à son rythme. Mais nous avons souvent tendance à faire des comparaisons on dit souvent qu'on compare des choses qui sont comparables. Mais lorsque vous cherchez à faire des comparaisons avec d'autres pays qui n'ont pas les mêmes réalités, le même rythme, là, vous allez tout de suite faire des raisonnements subjectifs. Sinon, le Bénin se porte très bien, à mon avis, et de façon générale, l'animation de la vie politique, actuellement, elle est vivante. Bon, maintenant, pour le reste, c'est vrai qu'avec les grands travaux, il y aura des acquis qui vont vraiment rester et de façon définitive. Moi, j'ai toujours, pendant que j'étais dans le gouvernement, j'ai toujours plaidé qu'il y ait des réalisations de grande envergure. Et on note que le président Talon... Justement, à ce titre, puisque vous avez été ministre des TP depuis l'avènement de Patrice Talon en 2016, nous avons noté beaucoup de routes qui ont été réalisées, nous avons de grands monuments qui ont été érigés dans la ville vitrine du pays, notamment Cotonou. Quel est votre regard par rapport à cela? Oui, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Oui. En 2009, moi j'avais fait un tour à Yamoussoukro et j'ai constaté que il y avait des réalisations d'infrastructures routières qui n'étaient pratiquement pas aux normes. Bon, pas aux normes, c'est-à-dire c'était hors normes plutôt. Hors normes, c'est-à-dire que pendant que nous on avait des routes de 7 mètres pour la chaussée, 1 mètre 50 pour les accotements, donc au total ça fait 10 mètres. J'ai vu des routes qui dépassent 15 mètres dans une ville secondaire. À Yamoussoukro et un peu partout des infrastructures. On m'a dit non, que sous le feu président, le premier président de la République de la Côte d'Ivoire, il est de Yamoussoukro, il est de Yamoussoukro, qu'il a réalisé beaucoup de choses, il s'est endetté pour le pays et il a dit bon, on ne viendra pas prendre quand même le pays. Mais il ne vit plus, ces infrastructures sont restées. Aujourd'hui, nous notons
de belles routes, et il faut l'avouer, et c'est parce que le président de la République a compris, et avec nos propres moyens, le partenariat public-privé, c'est avec nos propres moyens. Avec ça, là, on a la possibilité de faire le calibrage de la route soi-même pour qu'on ait des routes de bonne qualité, on en a. Des infrastructures marchandes comme les marchés à Cotonou, au point où aujourd'hui Cotonou n'a rien envié à Paris. Quand on n'a rien envié en Paris, vous êtes fier de le dire, en tant qu'ancien ministre de l'ETP. Bien sûr, bien sûr. Alors, Christophe Solon, certains citoyens estiment que ça ne va pas et qu'on ne va pas manger le goudron, pour répéter ce qui est distillé dans les rues de Cotonou. Non, il faut avouer que vouloir réaliser ces grandes infrastructures en comptant sur nos propres forces dans le même temps, c'est tout à fait normal que nos poches individuelles saignent un peu. Moi-même qui suis ici personnellement, je ressens un peu. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, mais j'ai espoir que ça va être une question de temps. Ce qui m'a un peu enchanté, je discutais avec un groupe de jeunes. Et quand je dis, mais vous dites que ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a un jeune qui me dit, mais papa, c'est vrai, on dit que ça ne va pas. Mais comme tel qu'il est en train de le faire, il est en train de nous donner des opportunités et qui vont nous permettre de trouver quelque chose à faire plus tard. Et d'ici quelques années, les choses vont se normaliser. Et chacun va trouver son compte et qu'il y aura beaucoup de choses. N'oubliez pas, par exemple, ce qui est en train d'être fait à Glodjibé. C'est important. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui se fabriquent dans notre pays aujourd'hui. J'ai vu que des treillis, des tenues militaires, des tenues des douaniers, des tenues des policiers peuvent désormais se fabriquer chez nous. On en est fiers. Si nous faisons partie des meilleurs producteurs du coton et qu'on envoie et on transforme et que c'est de cette transformation que nous on paye et qu'aujourd'hui maintenant tout peut être fait sur place, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai, on saigne et c'est au bout de la sueur qu'on arrive quand même à gagner un peu. Donc c'est pourquoi je dis, nous évoluons à notre rythme. C'est vrai, c'est un peu dur, mais le président nous avait averti qu'on va serrer un peu les ceintures. Bon, mais je crois que depuis quelques années, l'effort est fait pour qu'on ne commence pas à desserrer un peu. Et je crois que ça ira. Alors, avec la gouvernance Talon, vous qui avez appartenu à notre régime, que d'aucuns parfois parlent de contraste, est-ce que vous avez parfois des remords en tant qu'ancien ministre de la République? Remords en termes de quoi? C'est-à-dire que vous aurez eu plus de détermination ou peut-être que vous aurez peut-être ne pas écouté certaines opinions politiques? Non, en tant que ministre, je ne peux pas avoir de remords en tant que tel. Parce que voilà, quand j'étais ministre, je crois que ce soit les deux postes que j'ai eu à occuper, j'ai pu convaincre le président de la République d'alors pour faire ce qui est bon. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de période? Oui, par exemple, quand j'étais ministre chargé des relations avec les institutions, j'avais pris fonction à un moment où tout était bloqué politiquement et c'était l'insurrection populaire pour dégager le président de la République. Vous pouvez rappeler à nos amis internautes qui nous suivent Non, mais vous vous souvenez... C'était en quelle année? De 2014, vous vous souvenez les 10 et 11 décembre 2014 où tout Cotonou, il y avait marche où ça devrait prendre feu. Il y a eu marche à Porto Novo, il y a eu marche organisée par l'opposition et par la mouvance. Tout Cotonou a dit que ça pouvait s'enflammer à tout moment. Mais à un moment donné, j'ai demandé au président de la République, ouvrons le dialogue, parce que dans une famille, lorsque ça ne va pas, ou bien lorsque de façon naturelle, vous avez des problèmes, dès que vous vous confiez à quelqu'un, ça vous permet de vous décharger un peu. Nous avons des problèmes. Nous sommes tous fils de ce pays. Ce que nous allons commencer par faire, on va faire asseoir sur la même table et l'opposition et la mouvance. Ils vont se regarder, ils vont se parler et la tension va baisser. On l'a fait et ça a baissé. Et en janvier qui suit, 2015, ça a débouché sur l'organisation des élections
législatives, après communales, et en 2016, on a organisé les présidentielles. Ça, c'est à ce poste. Au niveau du ministère chargé des Travaux publics et des Transports, j'ai constaté qu'avec les partenaires, nous sommes dans un système où on nous maintient dans la pauvreté. C'est vrai, on nous venait en aide, mais c'était pratiquement des aides liées. Il y a des partenaires pour lesquels, c'est-à-dire que si vous acceptez par exemple le prêt pour la construction d'une infrastructure, vous êtes tenu de lancer l'appel d'offres orienté vers une catégorie donnée d'entreprises. Donc, ensuite, ils vont faire les études, ils vont vous imposer le calibrage de la route. Le calibrage de la route consiste en la détermination des différentes caractéristiques. Aujourd'hui, maintenant, on est autonome. Le calibrage est fait par nous-mêmes. Et c'est ça qui justifie de très belles routes. Et pour en arriver là, il a fallu la mise en place du partenariat public-privé. Moi, quand j'étais aux affaires, j'avais amorcé, j'avais longuement expliqué au président de la République qu'on en avait besoin. Il a été confronté aux partenaires qui nous venaient en aide. On a discuté parce que j'ai dit, mais nous avons fait toutes les mêmes écoles, nous avons étudié les mêmes documents, c'est les mêmes théories, donc vous ne pouvez pas. Donc on s'est compris. Et je suis très, très heureux. C'est pourquoi je dis personnellement, moi je n'ai aucun roman. Je suis très heureux par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est vrai que... Donc vous vous retrouvez dans la gouvernance Talon? Oui, si j'avais eu... Bon, mais j'avais eu quand même la main, mais on ne pouvait pas aller au-delà parce que après tout, c'est un seul homme qui est élu et qui doit rendre compte. Qui est responsable. Qui est responsable. Donc vous êtes obligé de le convaincre. C'est bien que le président de la République, président Talon, a fait suffisamment le diagnostic du pays et il n'a pas cherché à perdre le temps. Et ce qui est bien, c'est un président dont les actions sont orientées vers des objectifs. C'est-à-dire que quand vous êtes orienté, vous agissez de façon orientée vers les objectifs, vous laissez tomber la politique. Si vous devez tenir compte de la politique, vous allez passer à côté. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que, bon, il fait la sourde. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme on caricature souvent, comme le caméléon. Oui, justement. Le caméléon ne détourne pas la tête. Vous pouvez crier, il a un objectif à atteindre. Et il est tenu dans un calendrier, c'est pourquoi on a l'impression que ce n'est pas que, bon, je viens, je flatte, je dis que c'est ceci, c'est la réalité. Maintenant, il va rester les autres aspects politiques. Justement, lorsqu'on parle d'aspect politique, on note dans la démarche du président Patrice Talon qu'il se préoccupe très peu des opinions politiques. C'est ce que je dis. Si vous êtes orienté objectif, vous allez vous préoccuper très peu des opinions politiques. Et c'est quelqu'un qui, orienté vers les objectifs, travaille avec tout le monde. Il ne regarde pas la couleur politique. Si vous devez travailler à ses côtés, il ne regarde pas la couleur politique. Il y a des gens qui sont nommés, des directeurs généraux, des gens qui sont nommés depuis que nous étions aux affaires, mais qui sont là, tout simplement parce qu'ils rendent bien. Si vous rendez bien, et par rapport à ces objectifs, oui, son problème est réglé. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est aussi un acquis. Parce que ce qui nous tue, avant, on a tendance à... Avant, avec les différents changements qu'on connaissait, c'était un peu difficile de trouver, c'est-à-dire que d'affecter le mauvais résultat ou le bon résultat d'un secteur à un responsable qui est passé en temps. Aujourd'hui, maintenant, dans les différents secteurs donnés, si le résultat est bon, on peut estimer que tel ministre a duré dans le temps-là et nous a permis d'obtenir telle chose. Sinon, avant, vous pouvez commencer 1 an, 2 ans après, on vous change. Oui, justement, cette opinion, est-ce que cela justifie ou donne du grain à moudre à cette opinion du président Patrice Talon, notamment
cette semaine, lorsque le président nigérien était là et qu'il a été interrogé sur un probable remaniement ministériel, il a fait savoir que ce n'était pas question. Et on voit que la plupart des ministres qui sont au sein de ce gouvernement-là, ils sont depuis 2016. Est-ce que ce que vous dites là justifie une telle option de gouvernance? Bien sûr. Ça veut dire que, vous voyez, bon, voilà par exemple un président dont ses réformes normalement profite à la classe politique, mais c'est en même temps la classe politique qui estime qu'il devrait faire autrement. Comment ça profite à la classe politique? Ça profite à la classe politique parce que, en principe, être ministre de la République, vous avez un peu plus de moyens que les autres qui sont appelés à faire la même politique que vous dans votre circonscription. Ça fait que le ministre supplante de façon naturelle les autres. Or, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Aujourd'hui, il a séparé la technique de la politique. Et le ministre de la République est là pour tout le monde et sans exception. Vous allez voir que, je crois, il y a très peu de ministres, il n'y a pratiquement pas de ministres qui soient pur politique. Tout s'occupe de la technique et le développement, bon, plus ou moins équilibré. Je dis plus ou moins parce qu'on ne pourra jamais avoir l'équilibre, la répartition équilibre géographiquement. Mais ce qui est sûr, on y parviendra. Et toutes les localités sont plus ou moins impactées d'une manière ou d'une autre. Bon, ça fait aujourd'hui que même quand il y a des ministres qui tentent d'aller aux différentes élections, ils obtiennent des résultats piètres et nous sommes les mêmes à se moquer d'eux. Alors qu'en réalité, il ne leur a pas permis de mener les activités politiques comme cela se doit. Si ceux-là menaient les activités politiques, je crois qu'ils vont percer plus sur le plan politique, mais ça va agir sur le plan technique. Donc c'est pourquoi je dis cette réforme devrait profiter. Voilà, il a évolué avec des gens, il a des pratiques, il a déjà des habitudes. Il est orienté objectif. Quand vous êtes orienté objectif, vous ne voyez pas les couleurs politiques, vous ne voyez pas les sentiments. Vous voyez celui qui vous permet d'atteindre l'objectif. Mais si celui qui vous permet d'atteindre l'objectif est là, et vous n'en faites pas un instrument politique, pourquoi le changer? Pourquoi le changer? Oui. Mais est-ce qu'une telle option du président Patrice Talon, où la plupart sont là depuis 7 ans aujourd'hui, est-ce que cette option ne frustre pas ceux qu'on qualifie de partenaires politiques qui travaillent également à ce qu'ils puissent être nommés ministres ou quand même... Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est deux mondes différents malheureusement. Si vous travaillez de façon orientée, objective, vous n'avez pas de partenaire politique. Non. Vous n'avez pas de partenaire. Votre partenaire politique, c'est l'atteinte des objectifs. Et vous y mettez les moyens. Il peut être un opposant. Si il est un opposant et il vous aide à atteindre les objectifs, bon, vous oubliez. Maintenant, si on est habitué, c'est-à-dire que c'est un peu, tu manges un peu, moi aussi je viendrai manger un peu, on va faire le partage, ça c'est un autre aspect. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup que je suis content et qu'il y a même des jeunes qui comprennent. Vous dire, avec tout ce qu'il est en train de faire, ce qui est sûr, il est en train de nous laisser des ouvertures où, même s'il ne travaille pas dans la fonction publique, on va pouvoir trouver où travailler. Nous, en notre temps, quand on finissait le premier cycle dans les années 90, déjà à partir de 86, était suspendu le recrutement dans la fonction publique. Il n'y avait même pas de recrutement, c'était systématique à l'époque jusqu'en 86. Vous avez le bac, vous intégrez l'université d'office et que vous avez un emploi. C'était ça. Et en 86, c'est suspendu. Suspendu, ça a été repris après la conférence nationale. Donc, tous ceux qui finissaient après 86, 87 et autres là, on était avoués. Il y a eu la fameuse association des diplômés sans emploi, etc. Donc, mais avec l'ouverture de l'économie, vous avez compris, avec l'ouverture des banques privées, etc. et autres là, bon, beaucoup sont rentrés dans la vie active. C'est ce que
on va vivre d'ici quelques années. Donc c'est pourquoi je dis, il est orienté objectif, s'occuper des partenaires politiques. Il trouve que c'est un homme politique, certes, et l'homme politique a un agenda très serré. Vous l'avez élu, vous donnez 5 ans. On l'a renouvelé. Dans 3 ans, il doit rendre compte. Et vous voulez qu'il se mette à dire, bon, j'ai tel partenaire, je vais satisfaire au détriment du peuple. Point d'interrogation. Donc c'est pourquoi je dis. C'est un peu complexe. Oui. Mais ça fait grogner dans les familles politiques. Bon, mais on n'y peut rien. Il faut voir par exemple la réforme. C'est la même réforme qui est étendue au niveau de la décentralisation, où on a les secrétaires exécutifs pour s'occuper de la technique, de l'avancement au niveau de la commune. Et ça, par exemple, aussi, est important. Et on dit, bon, le maire, les CA et autres, là, ils sont là, ils n'ont qu'à s'occuper de la politique. Parce que si vous savez tout ce qui se passe derrière, et ça arrière les communes, est important. Et dans le même temps, le maire ou le CA, ils ne sont pas forcément des techniciens. La personne n'est pas technicien et vous lui confiez la gestion. Demain, s'il y a gaffe, comment vous pouvez le sanctionner? Aujourd'hui, maintenant, c'est un fichier national dans lequel on tire les secrétaires exécutifs qui sont des avertis, des techniciens. S'il y a faute, on tape. S'il y a faute, eux n'ont pas droit à l'erreur comme les hommes politiques. Et je vous jure, bon, ça, moi, je m'amuse parce que je cherche à faire un peu l'évaluation aussi pour voir. Il y a des communes où les gens disent, ah, monsieur le ministre, on est vraiment à l'aise maintenant. Hein. Et c'est parce que notre maire n'est même pas disponible. N'eût été la réforme avec le secrétaire exécutif. Donc, avec le secrétaire exécutif, tout fonctionne normalement, que ce soit le maire soit là ou le maire n'est pas là. Tout fonctionne normalement. Et je crois que c'est ça qui est en train d'être impliqué. Parce que ce que nous ne savons pas, et on a tendance à ne pas en tenir compte, comme on en a obtenu en 1960 l'indépendance, un peu comme négocié, parce que quand vous prenez les 11 accords que la France a signés avec nous, si vous lisez de fond en comble, vous allez comprendre qu'en réalité, ce n'est pas une indépendance, c'est une indépendance dans la dépendance. Et nous vivons ça jusqu'à aujourd'hui. La démocratie qu'on nous a imposée aussi n'est pas totalement collée à nos réalités. Et c'est ce qui fait que ça frotte. J'ai l'habitude de dire que c'est une démocratie de négociation. À des moments donnés, on se dit, si on ne met pas de côté les règles démocratiques, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Et ça fait que, quand je le dis, je ne parle pas de la dictature. Je vous donne un exemple dans l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et des membres des commissions techniques. Qui fait couler beaucoup d'encre de salive depuis un certain temps. Non, ça ne devait pas faire couler beaucoup d'encre. C'est pourquoi je parle de démocratie, de négociation, de dialogue. Mais dans le même temps, nous refusons de faire le dialogue. Si nous refusons de faire le dialogue, nous passerons à côté. Démocratie, on dit, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Je crois que c'est la définition terre à terre. Terre à terre, oui. Mais tout le peuple ne peut pas gérer. Donc c'est pourquoi on délègue. Aujourd'hui, nous avons délégué, tout le peuple a délégué le pouvoir à 109. Et d'office, on estime et on retient que ces 109 sont représentatifs, point. S'ils parlent, c'est qu'ils parlent au nom du peuple. Et on dit, pour élire le président de l'Assemblée nationale, on passe au vote. Mais si vous passez au vote, c'est la majorité emporte. Maintenant, pour les autres membres du bureau, on dit les deux vice-présidents, les 2 questeurs, les 2 secrétaires parlementaires, on fait l'élection en tenant compte de la représentation des groupes parlementaires, de la configuration politique du Parlement. Et quand on parle de configuration politique du Parlement, c'est en termes de groupe parlementaire. Parce que le groupe parlementaire, c'est l'unicité de pensée politique, en fait. Et on a fait des réformes pour dire, dès qu'un parti politique arrive à avoir
10% des élus, ils constituent un groupe parlementaire d'office. Bon, pour la 9e mandature, nous avons 3 partis politiques qui ont réuni ces conditions. Donc, d'office, on s'attend à 3 groupes parlementaires. Parmi ces 3 groupes parlementaires, nous avons 2 de la mouvance qui soutiennent les actions du président de la République, qui totalisent 81 sur 109. Si vous passez au vote, sans négociation, les autres n'auront quoi? Ils n'auront rien, et de façon naturelle. C'est pourquoi je parle que... De démocratie de négociation, oui. de débauchage. Bon, pas de débauchage. C'est-à-dire que l'article 15 2b dit que, hormis le président de l'Assemblée nationale qu'on va élire sans tenir compte de la configuration, donc c'est hors quota, les autres là, tenez compte de la configuration. Faites en sorte que tout le monde soit représenté. Mais comment faire pour que tout le monde soit représenté? Mais vous faites le vote. C'est une contradiction. Quand moi je prends cette thèse-là, je dis, mais ça, c'est vrai, c'est-à-dire c'est une contradiction. Là, on demande en amont dans les négociations. Vous allez voir que pour élire le deuxième vice-président qui est démocrate, l'honorable Léon Akhossi, il était le seul opposé, le seul candidat. S'il n'y a pas une négociation en amont, et qu'il y avait quelqu'un de l'UPR ou bien du PR, probablement ne passerait pas non plus. Donc, de la même manière, au niveau de la commission, on dit que à ce pas de la même. Par rapport au niveau des commissions, est-ce que selon vous, oui. Puisqu'on en parlera, c'était d'ailleurs prévu, est-ce que selon vous, les inquiétudes des démocrates sont fondées? Les inquiétudes, non, ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Et je crois que il y a un certain nombre parmi eux qui sont très expérimentés plutôt, et ils savent que ce n'est pas fondé. Donc c'est pourquoi ils ont utilisé la politique de la chaise vide pour pouvoir se faire un peu entendre. Sinon, ils savent, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Ils ont tenté les négociations, ça a échoué. Ils ont tenté, mais ça a échoué. Nous avons 81. Nous avons 109. 7 sont élus membres du bureau. Les 7 qui sont élus membres du bureau ne peuvent plus être membres d'une commission. Donc on enlève 7 de 109 et il reste 102. Les 102, on demande de faire une répartition proportionnelle. Vous devez, c'est-à-dire que les membres de chaque parti politique, vous devez faire une répartition proportionnelle pour couvrir les 5 commissions permanentes. Bon, si on ne demande pas de faire cette répartition proportionnelle, il y aura des gens, il y aura des groupes parlementaires voulant absolument contrôler peut-être une commission donnée et risquent de convoyer tous leurs élus dans ces commissions pour faire la majorité. Donc c'est pourquoi la loi impose une répartition proportionnelle. Et ça suppose quoi? Ça suppose que les démocrates qui ont 28 députés, et dont un représenté au niveau du bureau, il reste 27 à répartir dans, je crois, dans 5 commissions. Ça fait 5, 6 quelque part. Oui. Mais j'ai constaté qu'ils ont fait 5, 4 et 8 dans une commission. Ça doit être commission du plan. Donc j'ai eu l'impression que certainement, ils veulent avoir un peu plus de monde là pour pouvoir contrôler la présidence. Mais quel que soit Alpha, sans négociation, ils ne peuvent jamais contrôler la présidence. Pourquoi? Le bloc républicain a 28 comme eux, à 2 membres dans le bureau, il reste 26 à répartir. Donc, le bloc républicain déjà les compense. Voilà qu'il y a l'Union progressiste, le renouveau, avec 53 députés élus, dont 4 membres du bureau. Donc ça fait 49 à répartir. Si vous faites 49 divisé par 5, ça fait près de 10. Plus les 5 de l'UPR, ça fait 15. 15 contre 5, vous êtes d'accord avec moi? On va voter. On dit qu'il faut voter. D'un côté, les gens sont 15. De l'autre côté, vous êtes 5. Maintenant, par quel miracle? On va faire le vote et vous serez élu président.
si on ne négocie pas en amont. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on dit que le poste de président n'est pas un poste qui rentre forcément dans la négociation. C'est ce que dit. C'est ce que dit. Oui, c'est ce que dit le test. Mais, mais pourquoi le poste de président ne rentre pas dans la négociation lorsque l'on sait, par exemple, que lorsque vous êtes président de commission, vous faites d'office partie de la conférence des présidents, qui est quand même un organe politique de décision puissant. Mais déjà dans les négociations, les gens ont fait quand même. Ils ont le poste de deuxième vice-président et tout le bureau est membre de l'organe, la conférence des présidents dont vous parlez. Non, Attends, j'ai une majorité, 81 comme 28. C'est pourquoi je parle de démocratie de négociation. En Europe, où on a l'habitude de se comparer pour dire, bon, aux États-Unis, en France, etc. Quand c'est comme ça, même quand c'est... Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand c'est la majorité là, vous avez juste un seul député contre les autres. On dit vous avez perdu et tout le monde se range. On sait que bon, le peuple a tranché, a demandé que ceux-là appliquent leur position. Le peuple n'a pas demandé demain là, on vous a donné la majorité. Ne venez pas nous dire que, bon, parce qu'on s'est entendu, on a confié, lui nous a bloqués. En fait, c'est un peu ça. Bon, mais on peut s'entendre. On peut s'entendre. En Afrique, nous sommes un peuple de négociation, c'est ce que je dis. Mais dans le même temps, on fait du bruit. On dit non, ça nous revient d'office. Non, ça vous revient. Bon, appliquez les têtes et on va voir si ça nous revient. Même avec la décision de la Cour constitutionnelle. Oui. Si les gens ne vont pas à la table de négociation, on peut faire 1000 votes. Le résultat peut être le même. Mais avec la décision de la Cour constitutionnelle, ça dit qu'ils ne reprennent plus l'élection des présidents. Non, c'est ce que je vous dis. C'est que l'élection du président est hors quota, n'est pas dans le dispositif dont on parle pour dire que de tenir compte de la configuration politique. On dit bien, après l'élection du président de l'Assemblée nationale, oui, tout à fait, et que les deux autres membres, les deux vice-présidents, les deux questeurs, les deux secrétaires parlementaires ont fait l'élection en tenant compte de la configuration politique du Parlement. Et pour le bureau des commissions, on dit que c'est le même article qui s'applique. Donc, le poste de président n'est pas hors quota, point. C'est ce que dit le test. C'est ce que dit le test. C'est ce que dit le test. Alors, Gustave Sonon, en tant qu'ancien député, vous avez appartenu à la grande famille Force Cori pour un Bénin émergent FCBE d'alors, qui après a connu quand même des péripéties. Aujourd'hui, certains classiques de l'ex-FCBE subsistent au sein de FCBE, d'autres sont au sein de la démocrate. Alors, aujourd'hui, comment vous regardez les démocrates? Quelle est votre opinion sur les démocrates? Et que pensez-vous de leur présence au Parlement? Bon, quand on dit que vous avez appartenu avant Force Cori pour un Bénin émergent, n'était pas un parti politique. Et c'est l'une des réformes, l'une des corrections qui ont été faites. Et c'était un peu le désordre parce que même à la veille d'une élection, vous pouvez créer votre parti politique et vous vous entendez avec d'autres personnes pour dire que vous créez une alliance. Et une alliance, c'est un regroupement de partis politiques, de mouvements politiques et de personnalités. Moi, j'y étais au sein des forces politiques, au sein des FCBE, en tant que personnalité politique. Je n'appartenais pas à un groupe politique pour dire que c'est à travers ce groupe politique que je suis membre des forces Cori. Ça suppose que c'est ma personne. Donc, et quand c'est une alliance, c'est un regroupement de morceaux détachables à tout moment. Vous vous réunissez pour une cause donnée. Pour une cause donnée. Juste après l'atteinte des objectifs ou non, chacun peut prendre son chemin. Tout le monde peut prendre son chemin. Donc, c'est différent. C'est différent. De partis politiques. De partis politiques FCBE. Maintenant, aujourd'hui, moi, je n'avais pas vocation. Je dis, je vais poursuivre ma carrière politique nécessairement. C'est pour ça que je me suis retiré. Je me suis retiré et compte tenu de tout ce que je viens de vous dire,
J'ai choisi d'accompagner le président de la République qui, à l'époque, mettait en place le système partisan. Et compte tenu de la géopolitique dans ma 24e circonscription, après analyse, puisque je ne suis plus seul et que c'est un parti politique maintenant, l'analyse a été portée sur le bloc républicain. C'est de cette façon que je suis devenu membre fondateur du bloc républicain. Et c'est vrai, l'ES-FCBE, qui était une alliance, comme je disais, que c'était un peu de tout, il y avait tous les mouvements. Il peut y avoir d'opposants, il y avait ceci. C'est une alliance, comme je vous l'ai dit. Tu peux être opposant et du jour au lendemain, tu peux dire, compte tenu des enjeux, je viens former l'alliance avec vous pour qu'on arrive à atteindre un objectif. Mais après ça, vous accueillez chacun. Mais quand c'est un parti, c'est que vous avez une vision. Et tout le monde, si vous adhérez, c'est que vous partagez la vision avec tout le monde. Les démocrates, aujourd'hui, les FCBE, aujourd'hui, bon, leur présence au Parlement pour les démocrates, je salue. Et c'est une bonne chose pour la démocratie béninoise. Quel que soit, ils peuvent être un au Parlement, c'est déjà une bonne chose. Je ne suis pas totalement d'avis par rapport à ceux qui estiment que l'objectif, c'est qu'ils atteignent un nombre de manière à inverser la tendance. Le peuple n'a pas encore voulu l'inversement de cette tendance. Si le peuple avait voulu, il y aurait eu. Bon, mais quand on va le dire, on va dire on a volé la victoire. Non. Et les lois nous donnent tous les moyens pour pouvoir contrôler le scrutin et pouvoir apporter les preuves que vraiment on a volé. Donc on a déjà dépassé aussi ce débat. Donc c'est mon avis sur leur présence aujourd'hui. Je dis c'est bon pour la démocratie, c'est un bon point pour notre pays. Je crois qu'on aura peut-être un rendez-vous où on va se consacrer spécifiquement à la politique. Gustave Somon, vous avez des enfants, des frères, vous avez parlé tout à l'heure, on a senti que vous échangez beaucoup avec la jeunesse, avec les jeunes. Bien sûr. On a constaté que depuis 2016, précisément depuis 2017, pour être plus précis, le gouvernement président Patrick Talon a affiché sa détermination à lutter contre la cybercriminalité. Et depuis pratiquement 2 mois, il ne se passe de jours où l'on entend qu'il y ait 20, 30, parfois des centaines de jeunes cybercriminels qui sont appréhendés par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Que pensez-vous de cette traque ouverte au Gaïman? Je crois que si vous avez été victime, ou vous avez suffisamment un proche, un parent, qui a été directement victime, vous allez encourager et applaudir le régime pour cette traque, pour plusieurs raisons. La première raison, vous avez constaté que quand ils ont commencé cette histoire, ils sont prêts à tout, même jusqu'au sacrifice des enfants et autres. Mais quel avenir, quel pays on veut construire et on va dire que pour gagner de l'argent, il faut offrir des humains à des Kennedy, à des histoires comme ça. Donc cela a été neutralisé. Le système de Cayman ne connaît pas d'amis, de frères. Et d'ailleurs, la plupart des techniques qu'ils utilisent, la plupart ce sont des gens qui nous connaissent suffisamment. Moi, je fais objet tous les jours de système d'anacontente. Et c'est parce que, bon, j'ai quelques expériences qui me permettent de savoir rapidement. Vous avez été victime de ça une fois quand même? Non, ils n'ont pas réussi et ils ne pourront jamais réussir parce qu'à un moment donné, je dis que gang non plus gang. Je connais le système. Non, je peux vous citer quelques cas. Donc, vous voyez par exemple, dès qu'il y a eu l'accident de Dassa, l'accident malheureux de Dassa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui sont ingénieux. Rapidement, ils ont trouvé que par ce biais, ils peuvent arnaquer des populations qui sont déjà, qui sont dans l'émoi parce que toute une famille... La compassion, oui. La grande compassion. Mais il y a une dame qui a raconté ce qu'elle a vécu. D'abord, elle dit qu'elle est malade elle-même, mais qu'elle a une fille qui est étudiante. On l'appelle pour dire, écoutez, dans l'accident qui s'est passé, ta fille est admise aux urgences au CNHU et qu'il lui faut du sang et autres. Si vous n'envoyez pas tout de suite 30 000, que votre fille va mourir.
Elle demande, elle dit, mais passez-moi ma fille. Rapidement, quelqu'un chante de voix et commence à raconter des choses. Elle dit, ah, maman, c'est moi, etc. De peur, elle a envoyé les 30 000. Les mêmes reviennent à charge pour demander encore de compléments. C'est là où elle a commencé par alerter des gens pour dire, ah, allez voir ma fille, comment elle se porte. On découvre que c'est de l'arnaque, qu'il n'y a aucune de ces... Vous voyez que c'est sans pitié. Ouais. Si moi je vous dis tous les jours, on tente, on va t'appeler, on va dire Kader. Ah, mais tu te souviens, on avait fait ensemble telle chose là. Bon, moi, quelqu'un, il y a un certain, bon, je ne peux pas appeler des noms, puisque c'est là. On m'appelle, on dit, ah non, Gustave Sono, et tu te souviens, on a fait Aboumi ensemble. Et quand tu étais affecté à Natitenkou, on a fait. Donc, on connaît ton parcours, on le dit. Bon, aujourd'hui, je travaille avec, je suis en France, on t'appelle avec un numéro plus 33, effectivement. Je travaille avec une firme, Novartis, etc. Et ils sont dans les trucs comme médecine. On va te proposer des offres mirobolantes. Le gars est allé, le gars me dit, bon, si je me souviens bien, la chose coûte, je crois, 250 000. Mais que moi, je peux leur vendre ça à 1 million. Et que je dois m'engager pour payer 100 kilos. 1 kilo, c'est 250 000. Et fois 100. Fois 100. Donc, tu vois ce que ça fait. Tu vas faire une affaire... Oui, tu vois, 25 millions. Tu as dit que je vais leur donner 25 millions. Je vais leur donner 25 millions, parce que dans le même temps, ils disent qu'ils vont t'envoyer quelqu'un qui s'y connaît là où tu peux aller trouver la chose. Parce que toi, tu ne veux pas trouver la chose. Donc, toi, tu envoies les 25 millions dans l'espoir que tu vas gagner 100 millions. Ça veut dire que tu fais une affaire et tu as 75 millions. Bon, tout ce qui est facile pour moi, je dis, il y a quelque chose qui croche. Et ça, là, ils l'ont fait plusieurs fois. D'autres, là, si tu ouvres mon portable, là, tu vas voir que j'ai gagné un gain. Je n'ai joué à aucun jeu de loterie et on me dit que j'ai gagné un gain. On te demande d'ouvrir ce lien pour y accéder. Dès que tu cliques là-dessus, qu'on récupère tout ce que tu as et puis on commence par contacter tes proches. Ça là encore, on peut comprendre. Moi, je connais un parent qui a été victime de 12 millions. Il gagne combien pour qu'on lui soutient 12 millions? Ça, c'est aux premières heures des cailles. Je connais un autre encore, c'est un voisin qui est dans mon quartier. Bon, il a dû tout vendre. Il a un restaurant avec un bar plus hôtel. Mais on l'a mis dans ce truc-là et aujourd'hui, il est paralysé. Donc, c'est toute une vie. Nous, à notre temps, moi déjà en classe de CM2, je faisais une maçon pour pouvoir subvenir à mes besoins. On devrait avoir ces petites, la jeunesse devrait orienter vers ces petites activités. Aujourd'hui, vous avez plein de gens, de jeunes, qui abandonnent les écoles et qui sont à la maison du matin au soir, vous les voyez à la maison. Après le soir, ils sortent et c'est eux qui ont payé de véhicules. Moi, j'ai eu ma première voiture en 1987, mais avec un prêt de l'entreprise privée qui m'utilisait. Mais aujourd'hui, je dis, des enfants, ils vont faire, quand tu les vois, dans les buvettes, dans les trucs, ce que vous, M. Kader, que vous ne pouvez pas faire, ils vont faire devant vous. Bon, je n'entre pas dans la vie. Je n'entre pas dans la vie privée des gens, mais il ne faut pas. Si on ne met pas fin à ça, ça va être une destruction vraiment du tissu social. Et on ne sait pas là où ça va migrer. Déjà, comme je vous l'ai dit, ils ont commencé par sacrifice humain. Et ça, c'est extrêmement grave. Je m'étonne qu'il y a eu des voix qui se lèvent pour dire « Ah non, c'est qu'il faut taper et décourager de façon définitive pour que ces jeunes trouvent d'autres moyens de reconversion pour s'occuper. » Il y a beaucoup. Moi, je dis déjà, CM2, 79. Tous les samedis, à 7h à midi, j'allais faire aide-soignant et aide-maçon et je gagnais 500 francs. 500 francs à l'époque. Bon, vous amenez 25 francs au marché, vous achetez, vous avez encore de reliquats.
C'est important, c'est mieux. Et c'est vrai, on parle de notre démographie ou autre là, mais les jeunes ont délaissé le village. On parle du taux de chômage on parle de taux, non. Bon, dans les pays africains, on ne devait pas parler de taux de chômage, c'est parce que nous refusons, nous voulons tous accorder, c'est tout. C'est tout. Hein? Prenez la route de Cotonou à Malanville, vous verrez, des terres cultivables à un point fini. Vous faites de petits élevages aujourd'hui, vous allez trouver à manger. Moi, personnellement, j'ai mis 2 neveux à projeter son gars pour dire, allez apprendre l'agriculture, l'élevage, et demain, nous allons utiliser. Et ils sont sortis, ils n'ont pas voulu. Je dis, mais attends, nos parents nous ont laissé quand même des terres, on peut exploiter 6 hectares ici, peut-être 4 hectares ici. Mais pendant 2 ans, mes propres neveux m'ont tourné en rond. Je me suis énervé, j'ai dit, je ne donne plus d'aide. Mais j'ai constaté que 4 ou 3 mois après, le plus jeune le plus jeune a réfléchi. Et quand j'ai vu, sans aide, l'élevage qu'il a mis en place, mon frère, il est devenu un petit millionnaire du jour au lendemain et de façon naturelle. Et ça c'est quelque chose que je vis moi-même. C'est quelque chose que je vis. Si vous venez après un jour, je vais vous amener à la maison. J'ai dit, viens voir. Alors que pendant longtemps, j'en parlais. Et ça, il y en a plein. Où on peut, on va le faire et exporter. On peut le faire et exporter. D'abord, vous ne pouvez jamais faire l'élevage et dire que ça ne marchera pas. Non. La preuve, vous trouvez un peu, vous pouvez croire qu'il est pauvre, mais s'il met la main dans ça, il peut vous sortir des millions. Il peut vous sortir des millions quand vous les voyez se balader comme ça, non? Ils sont riches. Donc, on va faire, c'est-à-dire qu'on doit sévir et les conscientiser pour qu'il y ait reconversion. Ça, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Merci à vous, Gustave Sonon. 30 ans pour répondre à la fin de cet entretien. Je me voudrais poser une question. Nous sommes dans le mois de mars, qui est fait mois de la femme. Vous allez nous dire d'entrée de jeu ce que vous pensez de la promotion du genre sur le régime du président Patrice Talon. D'entrée de jeu, dites-nous, répondez à cette question. Ah non, il faut avouer que le président Talon fait partie des rares présidents qui ont opté pour une promotion confirmée du genre. Il a fait sur tous les plans. Il a fait tous les plans. Et tout ce que je demande à la gente féminine, c'est, on a fait votre promotion, faites en sorte que vous puissiez nous donner raison. Et en comptant sur vous, véritablement, qu'on puisse évoluer, c'est-à-dire que de façon graduelle. Aujourd'hui, tous les partis politiques, vous allez voir, en 2026, vont se battre plus encore. Parce que les gens n'y ont... Peut-être ils vont vouloir positionner aussi des femmes pour... Il n'y avait pas cru. Il suffit d'avoir un seul votant de plus que les autres partis politiques pour décrocher un poste de député. Et ça vous fait 24, c'est important. C'est important. Oui. Alors, Gustave Sonon, cette semaine également, puisqu'on parle de la femme, on ne parlera pas de la femme sans parler de l'Institut national de la femme réformé par le président Patrice Talon. Nous avons connu Claudine Prudès, qui était là depuis 1 an et demi environ, qui a été remplacé par Huguette Bokwe, qui était secrétaire exécutive. En tant que politique, comment vous appréhendez ce jeu de chaises? Bon, déjà, le fait qu'elle a été remplacée par la secrétaire exécutive. La secrétaire exécutive, elle est l'organe technique et tel que je connais le président de la République, orienté vers les résultats. Il aime beaucoup plus voir la tête des structures, les hommes, les femmes techniques pour se départir de tout cancan politique. Maintenant, je ne connais pas les raisons pour lesquelles ce remplacement a eu lieu. Je n'aurais pas aimé en dire plus. En dire plus. Oui. Merci à vous, Gustave Sonon. C'est un rituel sur cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra et vous adresser à tous ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien parce qu'ils ont vu que, tiens, c'est l'ancien ministre d'État qui voulait quand même
opiner sur l'actualité politique, lors des quelques mots, également à ses sympathisants et peut-être également militants de votre formation politique qui ont bien voulu suivre cet entretien. En guise de conclusion, vous me lancez encore sur un terrain encore plus vaste. Non, je préfère m'adresser à la jeunesse. Oui. Parce que ça m'écoeure avec tous ceux qui sont en train de vivre. Dans le même temps où je demande qu'on sévit, je sais que c'est dur. Un jeune de 20 ans, un jeune de 22 ans, écopé de 5 ans de prison, c'est une pète. C'est une pète. Mais c'est-à-dire que je suis pour, parce que nous ne voulons pas construire un pays de désordre, un pays de pagaille. Quelle est cette vie où vous allez dire, bon, vous dormez et l'argent tombe? Il y a toutes les techniques, il y a toutes les techniques. Moi, je connais toutes les techniques, et parce que je suis victime, c'est-à-dire, on me tente tous les jours. Bon, je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas les raisons. Ils utilisent toutes sortes de techniques. Pour la petite histoire, j'ai arrêté une fille la dernière fois à Boycon. J'ai failli appeler la police pour la coffrer parce qu'on l'utilise pour pouvoir faire chanter les hommes. Oui, et ils ont toutes les techniques. C'est pourquoi je dis. Ils ont la chance, eux, d'avoir comme outil de développement l'Internet. L'Internet, c'est un outil de développement. Certes, vous pouvez rester dans votre salon et développer des applications de manière à travailler pour gagner de l'argent, mais pas pour détruire d'autres vies et dire que vous allez vous enrichir. Et nous sommes un pays en voie de développement. Parler de chômage, c'est un peu une aberration. C'est un peu une aberration parce que nous avons beaucoup de potentialités et comme je continue de le dire, si des enfants, des jeunes de 22 ans, de 25 ans reconnaissent, parce que j'étais en train de déplorer, bon, c'est dû un peu l'organisation des concours. C'est le jeune qui m'a dit, mais papa, cette fois-ci-là, il faut avouer, c'est professionnel, ils le font. Si tu apprends un peu et que la chambre t'accompagne, c'est que tu décroches et sans autre forme de procédure. Donc j'exhorte les jeunes à changer de métier, à faire une reconversion. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire de manière à ce qu'on puisse accompagner le développement qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, je crois que ça doit être 21 stades qui sont presque achevés. Il faut occuper. Il faut occuper. Le sport aussi rapporte gros. Le sport aussi rapporte gros. S'ils ont dépassé l'âge, je les invite à faire une reconversion ailleurs et à abandonner vraiment de façon définitive ce métier. Merci à vous, Gustave Sonon. Chers amis internautes, en résumé de cet entretien, on retient que l'invité a fait savoir que selon lui, le Bénin se porte très bien. Il a argumenté dans ce sens. Au sujet de l'animation de la vie politique, pour lui, elle est agréable. Les infrastructures qui sont réalisées sous le régime du président Patrice Talon vont immortaliser Patrice Talon. Il a salué ce qui est fait à Glodjigbe. Les routes sont belles, a-t-il affirmé sur ce plateau. Patrice Talon a fait un bon diagnostic des maux qui mine le Bénin, nous a fait savoir également Gustave Sonon, ancien ministre d'État, au cours de cet entretien. Il nous a également fait souligner que tout ce qu'il a eu à dire ce matin, il dit la réalité et non, il est là, il a été de passage pour juste jeter des fleurs à un régime. Il a eu à justifier l'option du président Patrice Talon de ne pas vouloir effectuer un remaniement ministériel. Il a expliqué cela en qualité d'ancien ministre. Il a été ministre d'État chargé des transports et également ministre d'État chargé des relations avec les institutions. Il nous a fait savoir également que la politique et la démocratie ont des relations qui s'entremêlent et nous a parlé de l'indépendance dans la dépendance, de la démocratie de négociation et de dialogue. Il nous a expliqué quelques dispositions qui régissent les textes au niveau de l'Assemblée nationale. Il a fait des démonstrations, notamment par rapport à la configuration politique du Parlement. Il a donné son appréhension de la majorité et de la minorité politique. Il a choisi d'accompagner le président Patrice Talon en étant membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Il a argumenté, justifié son choix. Il salue la présence d'un démocrate au Parlement
Pour lui, c'est une grande avancée et un bien pour notre démocratie. Le peuple ne veut pas encore l'inversion de la tendance, a laissé entendre Gustave Sonnon. Il a fait savoir et a justifié cela par le fait que le pouvoir est toujours la majorité. Interrogé sur la lutte contre les cybercriminels, il a prouvé qu'il est véritablement pour la lutte engagée contre les cybercriminels. Pour lui, il faut nettoyer le curry car, selon lui, les victimes sont un peu partout et même au plan national. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes. Au sujet de la femme, il fait savoir que Patrice Talon promeut véritablement la gente féminine. Il a fait savoir au niveau de ses propos que le président Patrice Talon est très friand de la technicité, du travail bien fait. En fin d'émission, il a lancé un message d'exhortation aux jeunes. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Très fidèle. Très fidèle. Merci à vous, Gustave Sonnon. Je rappelle à nos amis internautes que vous avez été ministre d'État chargé des travaux publics et des transports. Vous avez été également ministre chargé des relations avec les institutions sous le régime de l'ancien président Thomas Bouniaï. Vous avez été également député élu pour le compte de la 7e législature de formation. Vous êtes ingénieur, statisticien, économiste. Merci d'être venu malgré l'agenda. C'est vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention accordée à ce rendez-vous du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre rendez-vous de l'invité.